Et donc pour cette première conférence, j'invite Marguerite à nous rejoindre sur scène. Marguerite est diplômée de Polytechnique, de l'ENSAE. Elle a une longue carrière d'entrepreneur, de consultante en innovation. Et aujourd'hui, elle est la cofondatrice des ateliers d'adaptation au changement climatique. Donc merci Marguerite d'être avec nous. Merci Louis. Bonjour. Si quelqu'un veut faire des claquettes pendant qu'on change la conf... Ah ben non, c'est très rapide. Parfait. Donc, écoutez, je suis absolument enchantée d'être là parmi vous pour cette CEC au lancement. Donc, je vais vous parler effectivement d'atténuation et d'adaptation. Et donc, le titre un petit peu de ma conférence, qui est un support interactif. Donc, je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Et puis, il y aura des petites pauses de questions-réponses, mais très rapides. Vous êtes très nombreux. Donc, l'idée quand même, c'est de vous passer beaucoup d'idées en très peu de temps. Voilà. Et on appelle ça déclic adaptation, puisque le but, c'est d'avoir un déclic. Alors, attends. Bon, je vais faire comme ça. Ça ne bouge pas. Alors, donc, je vais commencer par une petite présentation. C'est toujours peut-être sympa de savoir à qui on parle. Donc, j'ai commencé à travailler 10 ans chez Lafarge. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dans le bâtiment. J'ai regardé un petit peu les profils des intervenants. Donc, je connais très bien le bâtiment, qui est d'ailleurs le premier acteur à vraiment se mettre en mouvement au niveau de l'adaptation. Donc, ça tombe bien. Ensuite, je voyais toujours les choses différemment. J'ai vraiment une appétence très forte pour l'innovation. Donc, j'ai créé plusieurs entreprises. Donc, j'ai un côté très entrepreneurial, comme vous, chef d'entreprise ici, notamment une entreprise sur les compléments alimentaires. Et puis après, je suis mère de 3 enfants, je suis mariée et avec mon mari, nous sommes partis en Chine pendant 4 ans en expatriation. Et là-bas, j'ai eu un vrai déclic. Donc là, j'étais à Shanghai. Shanghai, ça fait rêver, mais quand on est en Chine, en fait, on est complètement confronté à cette question de la mondialisation, de la question justement de ces limites planétaires, de la pollution, des ressources, de produits qui sont conçus juste à peu près n'importe comment, qui se cassent immédiatement. Enfin, ça a vraiment été un gros moment de réflexion. J'ai vu le film Demain et j'ai dit à mon mari, on rentre. Ça fait 25 ans qu'on travaille et on a vu le monde énormément changer. En 25 ans, je suis sûre qu'il va aussi énormément changer. Et donc aujourd'hui, je mets vraiment au service de la transition écologique ma capacité d'innovation. Je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise, le fait de voir des choses et de se dire ça peut changer. On est vraiment acteur. Et puis beaucoup de choses liées au vivant pour créer ensemble. Donc là, je vous ai mis un bel arbre Fabaceae, un Sophora du Japon, qui est dessiné par Ale. Peut-être que je sais que vous avez parlé de biodiversité, vous êtes un peu aussi reconnecté au vivant. J'ai fait pas mal de formations en permaculture, je fais beaucoup de choses comme ça liées à la terre, de replanter des arbres, d'être sur des chantiers des entreprises, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui est en fait extrêmement motivant. Donc j'espère que, indépendamment de toutes les très 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 mauvaises nouvelles que je vais vous annoncer, parce que je crois que vous avez quand même déjà un peu compris que la situation était chaude, on va dire, eh bien on peut aussi s'émerveiller et il y a des tas de choses très belles autour de nous, comme vous ici, ou le lieu qui nous reçoit. Donc, en piste, la première chose importante, c'est qu'on va donc vraiment considérer comme acquis dans cette conférence qu'il y a bien un réchauffement climatique et qu'il est lié aux activités humaines. Par moment, je vais vous mettre des petits dessins un petit peu pour détendre l'atmosphère. Donc voilà, on va dire, messieurs, soyez brefs, puisque de toute façon, d'ici 30 ans, voilà, il y a beaucoup de glaciers, ils auront déjà disparu. Donc, il faut quand même un petit peu se dépêcher. On n'en est plus au constat, on en est vraiment à l'action. Bon, on m'a dit qu'ici, quand même, les personnes qui étaient venues à la CEC étaient déjà assez convaincues qu'il y avait une petite urgence. Donc, je reviens très, très rapidement sur où est-ce qu'on en est du réchauffement, puisque vous avez eu une conférence hier avec Météo France. Donc, un chiffre, je sais que j'ai vu sur ces slides qu'elle mettait plus 1,2. Nous, on met plus 1,3. Bon, ça doit dépendre. Nous, les sources, c'est le GIEC. Je mets plus 1,2, plus 1,3, ça va être pareil. En France, il faut savoir qu'en France, au niveau des continents, on se réchauffe plus vite. Donc, en fait, en France, aujourd'hui, on est à plus 1,7 par rapport à la période pré-industrielle. Et si on prend juste la moyenne mobile sur les 10 dernières années, on tombe à plus 2,1. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a une inertie. Hein, c'est comme les cours de bourse. On calcule des moyennes sur 20 ans. Donc, en fait,
la température d'aujourd'hui, elle paraît moins chaude parce qu'on prend les moyennes sur 20 ans. Mais quand on prend sur 10 ans, ben, on se rend compte qu'en fait, il fait quand même très chaud. 2023, ça a été un réchauffement hors norme. Souvent, les personnes qui sont dans le climat disent 2023, on a passé un stade. Vraiment, toutes les courbes, tous les indicateurs tombent totalement en dehors. Vous voyez, les courbes, elles s'empilaient toutes les unes au-dessus des autres. Et puis là, tout d'un coup, on a vraiment un bond. Donc peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ou quand vous parlerez à vos petits-enfants, vous direz « Ah oui, tiens, je me souviens, à la CEC 2023, on m'avait dit c'est clé. » Parce que 2023, c'est peut-être bien une date clé. Et 2024, c'est pas mieux, puisqu'on a une deuxième année record avec plus 1,6 sur l'année. Voilà, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça s'accélère, c'est pas fabuleux. Et vers quoi on va? Ben, donc on se projette, et quand on se projette, eh bien, selon l'ONU, on aurait... probablement une situation pour la fin du siècle qui atteindrait plus 3 degrés monde. Donc ça fait beaucoup, beaucoup. Je pense que le mieux, c'est de penser à votre température corporelle. La Terre, c'est comme votre température corporelle quand on parle des températures. Donc normalement, on est à 37. Si on rajoute 3 degrés, ça fait 40. À 40, franchement, on n'est quand même pas en très bon état. Donc ayez en tête, c'est peut-être pas du tout concret pour vous les températures, bah, dites-vous qu'au niveau des écosystèmes, c'est très très grave, plus 3 degrés. Donc les continents se réchauffent plus vite que les océans. Et donc, il faut bien avoir en tête la correspondance entre le niveau mondial et le niveau France. Donc, on a un ministère de la Transition écologique qui a mis en place ce qu'on appelle une TRAC, trajectoire de réchauffement, d'adaptation au changement climatique. Et donc, en fait, plus 3 à niveau monde, ça fait plus 4 en France. Donc, vous pouvez souvent entendre, en fait, il va falloir s'adapter à plus 4. C'est cette correspondance entre le monde et en France au niveau des continents. Vous aurez le support intégral de cette présentation, donc j'essaye de passer vite. Si je parle trop vite, vous me dites ralenti, mais sinon, vous aurez aussi tous les éléments pour les revoir. L'important, c'est de bien capter le sens derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va dire quand on est à plus 1,7? C'est qu'on est déjà entré en territoire inconnu. Donc, on prend ce mot assez fort et qu'on va toujours pas dans la bonne direction. Puisque en fait en 2023 on avait des niveaux records d'émissions, donc même si à certains endroits on émet un peu moins, globalement au niveau monde on n'est juste pas du tout dans la bonne direction. Donc maintenant, on va avoir un langage assez rationnel sur le risque. Et donc, on va essayer de voir comment, quand j'analyse mon risque climatique, comment est-ce que je fais pour réduire mon risque climatique. Donc, pour réduire le risque climatique, une petite image qui est utilisée dans le GIEC, on parle d'une salle de bain inondée. Donc, imaginez, vous rentrez un soir chez vous ou chez des amis, et puis vous allumez la lumière, vous voyez que la salle de bain, une baignoire va déborder, le robinet coule. Qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez le robinet. En fait, le robinet, il est grippé. Vous avez du mal à fermer ce robinet, ce qui fait que l'inondation s'aggrave. Que faites-vous alors? Vous allez chercher. Et en fait, toutes les vannes sont difficiles à... Eh oui, c'est bien grippé. Les serpillières, on écope, on les rehausse sur la baignoire. Voilà. On se met en maillot de bain. Il ne faut jamais perdre le sourire et toujours garder le sens de l'humour. Ça aide dans toutes les situations. Cette petite analogie, c'est pour dire, fermer le robinet, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Ça s'appelle l'atténuation. Il faut s'attaquer aux sources du réchauffement climatique et donc émettre moins de gaz à effet de serre. Ça s'appelle l'atténuation. Et puis, d'autre part, il faut bien constater que l'inondation étant là, il s'agit d'écoper, surélever les objets, changer de pièce, appeler son assureur, etc. Et ça s'appelle l'adaptation. Donc, il y a vraiment deux politiques qui sont complémentaires, atténuation et adaptation. Donc ça, c'est le premier point clé que je vais essayer donc de bien ancrer. Si vous repartez en ayant compris ça déjà, c'est formidable. C'est que pour réduire le risque climatique, eh bien, il y a deux actions complémentaires. Je ferme le robinet, ça s'appelle l'atténuation. J'écope, ça s'appelle l'adaptation. C'est-à-dire que je suis pragmatique, il y a de l'eau de toute façon, donc il faut bien que je fasse quelque chose. Et ça, c'est deux actions qui sont complémentaires et indissociables. On a commencé à parler d'atténuation parce que c'était logique, quand on comprenait le problème du réchauffement climatique, de se dire « Ok, je m'attaque aux causes, c'est quelque chose de rationnel. » Et ça fait 10 ans, 20 ans qu'on parle de ça. Donc petit à petit, c'est quand même rentré dans la tête des uns et des autres qu'il faut émettre moins de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant et donc on va parler d'adaptation. C'est l'objet principal de tout ce que je vais vous dérouler ensuite, parce qu'on n'a plus le choix. Donc, je vais essayer de bien caler.
L'adaptation, ça va agir sur les conséquences. Donc, il y a des canicules, il y a des sécheresses, il y a des fortes pluies, des inondations. Alors que l'atténuation, ça va agir sur les causes des émissions des gaz à effet de serre. Donc, l'adaptation, on va dire, c'est faire avec. OK, ma baignoire déborde, je fais avec. Et l'atténuation, c'est je lutte contre. J'essaye vraiment de fermer ce robinet pour éviter que la baignoire ne déborde trop. Moi, j'aime beaucoup l'image de la baignoire parce que quand ça débordera vraiment trop, le plancher va s'écrouler. Vous pouvez avoir ça en tête. C'est quand même l'idée qu'à un moment, quand il y aura vraiment trop d'émissions de gaz à effet de serre, on aura un très, très sérieux problème. L'échelle géographique, sur l'adaptation, on va vraiment travailler sur des sujets qui sont locaux. Vous êtes dans votre salle de bain avec votre problème d'inondation. Alors que sur l'atténuation, c'est mondial. Imaginez que quand vous fermez le robinet, ce serait le robinet pour tout le monde. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour tout le monde. Et l'échelle temporelle, sur l'adaptation, vous allez pouvoir agir tout de suite, alors que sur les émissions de gaz à effet de serre, ce que vous faites, c'est vraiment pour le futur, parce que le CO2 émis, il est là. Donc de toute façon, on ne va pas revenir en arrière. Donc l'action pour l'atténuation, je travaille vraiment pour le futur et pour le long terme, alors que l'adaptation, je travaille pour moi tout de suite. Au niveau des métriques, c'est très complexe, puisque vous allez vous adapter, vous allez par exemple vous prémunir contre des inondations, peut-être que les inondations n'auront pas lieu, vous n'allez pas arriver à mesurer de façon très simple ce que vous faites pour l'adaptation. Alors que pour l'atténuation, c'est beaucoup plus simple, puisque l'atténuation, vous avez ces fameuses émissions de gaz à effet de serre, vous allez calculer votre bilan carbone, vous allez regarder comment vous émettez de CO2, et vous allez dire, j'ai progressé, j'émets moitié moins de CO2. Donc ça, c'est très tangible. C'est une des difficultés de l'adaptation, c'est que comme on est dans un monde où on aime bien les métriques, on a du mal à mesurer l'adaptation. Ici, vous avez un graphique qui est assez connu. Il était hier présenté ou pas? Non. Donc, c'est les augmentations de température. Donc, en fait, chaque ligne, c'est une température. Et quand ça commence à se réchauffer, quand ça commence à dépasser le 1 degré, on est dans le orange, c'est-à-dire qu'on commence à dire « Ouh là là, il fait chaud ». C'est le fameux « Mon corps, normalement, est à 37 et maintenant, il est à 38 ». Votre gamin, le matin, il a 38, vous le regardez, vous dites « Ah, alors, bon, il va aller à l'école, pas aller à l'école, qu'est-ce qu'on fait ?» À 1 degré, il y a déjà un problème. Donc, c'est le monde orange. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit « On va faire les fameux scénarios ». Donc, on est allé faire les scénarios du GIEC. On a des scénarios très bas, c'est la COP de Paris. On dit on s'engage à plus 1,5 degré. On voit que dans ce scénario, seulement à la fin, on rediminue un petit peu, mais on reste toujours autour de 1,5. Donc, ça veut dire qu'on reste toujours à 38,5. Donc, on reste toujours quand même chaud. Et puis, vous avez des scénarios intermédiaires et élevés où on va avoir beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, selon vous, on est dans quel scénario? Le très bas, plus 1,5, le très élevé, au moins 5 degrés? Élevé? Vous votez pour élevé? Écoutez, je vous dis bravo, parce que la France, elle a dit plutôt intermédiaire. On serait dans l'intermédiaire, pas totalement l'élevé. Mais nous, une des choses qu'on conseille pour l'adaptation, c'est qu'il vaut mieux se prémunir du pire que du moins pire. Donc finalement, quand vous me dites élevé, je vous dis, c'est plutôt bien, bravo. Voilà. Et donc, actuellement, on serait dans l'intermédiaire. Donc on va vous dire, il y a une nécessité de s'adapter, puisque vous comprenez, aujourd'hui on n'est pas loin du plus 1,5, on va aller à quelque chose qui est en France à plus 3, qui en France fera un plus 4, donc on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Et en même temps, on va vous dire, attention, il faut atténuer, parce que si on n'atténue pas, on va se trouver dans les scénarios du pire, c'est-à-dire les scénarios très élevés, et là, attention, on sort de ce qu'on appelle les limites de l'adaptation. On vous a parlé des limites planétaires, ou des frontières planétaires, je ne sais pas quel terme vous avez pris, mais il faut bien comprendre que l'adaptation, quand on parle d'adaptation, on parle dans un cadre où on peut encore s'adapter. Après, c'est la baignoire qui s'écroule, c'est un autre monde. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir, mais c'est quand même un autre monde. Donc là, on est quand même dans un cadre où on a bien atténué. Donc, adapter, ça ne veut pas du tout dire je renonce à mes émissions, surtout pas. Ça veut dire je me prépare à des impacts physiques importants, c'est-à-dire je me prépare au fait que dans ma salle de bain, il y a pas mal d'eau. Ces impacts physiques vont être de plus en plus forts. Et s'adapter, c'est se préparer à être surpris. Donc ça, c'est le deuxième message vraiment important, c'est qu'on va rentrer dans un monde avec beaucoup de variabilité. Je pense que ça va être pas mal évoqué aussi cet après-midi. Je ne vais pas pouvoir vous dire la mer va à Boulogne être à 40 cm. En fait, j'en sais rien. Je sais qu'elle va monter, je ne sais pas à quelle vitesse elle va monter. Je sais qu'il va y avoir plus de fortes pluies, je sais qu'il va y avoir plus de sécheresse, mais je ne sais pas l'intensité exactement. Je ne peux pas vous prévenir, dire l'année prochaine, ça va être comme ça, dans un mois, ça va être comme ça. Donc, les choses vont se combiner, vont s'enchaîner. Donc, il faut se mettre dans une posture, je vais être surpris, et se mettre dans une posture, il y aura pas mal de variabilité.
Donc, petite question, je vois 2 boutons, atténuation, adaptation. Qu'est-ce que vous faites? Sur quel bouton vous appuyez? Bon, ben, j'ai des champions, hein. On peut directement passer à table, bravo. C'est vraiment, donc vous avez bien compris le message et il est totalement clé. Les deux sont totalement complémentaires, donc je ne me pose pas de questions, j'appuie sur les 2 boutons en même temps. Donc maintenant, on va venir sur des choses un petit peu concrètes. Quels sont les impacts déjà observés? Donc là, je vais vous mettre voilà, une série juste de coupures de presse. Le Canada confronté au premier feu d'immenses forêts, New York avec des pluies pas possibles, derrière Barcelone, des mesures draconiennes contre la sécheresse, derrière au Pakistan, alors là c'est pas compliqué, il y a eu plus de la moitié du pays qui était sous l'eau, après en Grèce on a eu des incendies comme on n'a jamais vu, ensuite Inde, Japon, Australie, ça surchauffe, ça surchauffe, ça surchauffe. D'ailleurs là actuellement je l'ai pas mis mais c'est au Brésil, hein, puisqu'on parlait du carnaval 44 degrés à Rio, ils se sont demandé s'ils annulaient ou pas le carnaval. Tellement d'enjeux économiques qu'ils ne l'annulent pas, ils le font sous 44 degrés. En fait, tant qu'on n'est pas dans le 44 degrés, on n'imagine pas une seconde ce que ça veut dire 44 degrés. C'est vraiment, voilà. Donc, voilà, je vous en mets exprès une pile pour vous dire, ça n'a pas pu vous échapper. Le monde entier est concerné par des événements extrêmes aujourd'hui. Il y a une accélération de ces événements extrêmes vraiment partout. Donc, le but, c'est pas de vous souvenir de chacun, mais en fait, quand vous voyez l'actualité, c'est de vous dire, ah oui, ça, c'est bien de façon tangible le fait qu'on a passé un seuil et qu'on est dans un monde différent. Parce que dans certains cas, quand on parle de changement climatique, les personnes pensent que c'est pour dans longtemps. Le premier message ici, c'est que ce n'est pas du tout pour dans longtemps, c'est déjà là. Alors, je clique, et puis à un moment, il n'y en aura plus, et j'en rajoute. Bon, Valence, on a beaucoup parlé de ces inondations, le cyclone à Mayotte, Los Angeles, voilà, l'île-et-Vilaine. Voilà. Donc, le territoire français, notre chère et douce France, a cette particularité qu'elle est impactée de partout. On est un territoire avec une très grande variété de paysages et de situations. Et en fait, on est un concentré de tous les risques climatiques. Et donc, en fait, chaque fois que j'interviens en région, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Bourgogne-Franche-Comté, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver, je n'ai pas été déçue. Mais il y a des endroits où on a des montagnes, il y a des endroits où on a une façade côtière, il y a des endroits où on est très au sud. Le nord, on ne sait plus exactement où il est. Finalement, la France, alors qu'on pourrait se dire, OK, j'ai bien compris qu'au Pakistan, c'était catastrophique, j'ai bien compris qu'aux États-Unis, c'était catastrophique, mais en fait, en France aussi, on est très impacté. Donc, ce n'est pas facile pour le coup pour l'État. Dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire le plus 1,7 ? Ça veut dire qu'on a eu énormément d'inondations, qu'on a quand même 20% des territoires qui est concerné par l'érosion du trait de côte. Après, je ne vous reparlerai plus trop de la mer parce qu'on en est loin, mais c'est quand même juste énorme. Potentiellement, on a 1,5 million d'habitations qui sont exposées au risque de submersion marine. C'est-à-dire comme la mer monte, quand il y a des tempêtes, voilà, l'eau arrive chez vous. Vous avez le problème des agents pathogènes du moustique tigre qui aujourd'hui est dans 78 départements. Et puis, par le retrait gonflement argile, le fait que vous êtes construit sur de l'argile, l'argile, avec les fortes sécheresses, va se rétracter beaucoup plus. Et donc, vous allez avoir des fissures dans les maisons et dans les bâtiments. Donc voilà quelques petits indicateurs. Je vous ai fait aussi un petit zoom sur les forêts françaises, parce qu'ici, on est un territoire où il y a beaucoup de forêts. On n'a pas forcément conscience à quel point il y a des impacts très importants sur les forêts, avec une baisse de la croissance des arbres qui est forte, avec beaucoup d'arbres qui sont morts. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le puits carbone, c'est-à-dire la capacité à séquestrer du carbone, c'est notamment les forêts, avec cette fameuse photosynthèse. Et aujourd'hui, très très mauvaise surprise, la capacité de stocker du carbone a été divisée par 2. Donc on a un très gros problème sur nos forêts. Pour les entreprises, donc là, vous allez vous mettre à penser à vos entreprises et vous allez vous dire, voilà, dans mon entreprise, j'ai des ressources humaines, j'ai des bâtiments, j'ai des process, j'utilise des matières premières, j'utilise des infrastructures. Donc, potentiellement, c'est tout ça qui va être touché dans votre entreprise. Donc, après, dans le détail, par exemple, ce que vous faites avec la CCI, vous pouvez faire ce qu'on appelle une analyse de vulnérabilité. Vous allez vous dire, dans les choses clés de mon entreprise, comme les ressources humaines ou comme mes bâtiments, où est-ce que je suis impacté? Et donc, potentiellement, vous avez des pertes financières, vous pouvez perdre votre assurabilité et vous avez aussi des risques de réputation, puisque si vous n'avez pas à rendre les services attendus de vos clients, vous aurez aussi quelques petits problèmes avec vos clients. Donc, d'un point de vue économique, on voit que les coûts économiques ont doublé en 10 ans le coût des catastrophes climatiques. Et attention, dans l'adaptation, on ne va pas parler que de catastrophes climatiques.
Donc, quelques exemples par aléa, je vais passer très vite. Le premier auquel il faut bien avoir en tête, c'est assez évident, donc ça, vous pourrez les re-regarder, les slides après. Bah, évidemment, c'est la chaleur sur les ressources humaines, donc c'est très, très important dans le bâtiment. Et puis, en fait, dès que vous avez une pénibilité physique, vous imaginez bien que quand il y a des vagues de forte chaleur, c'est d'autant plus difficile. Donc, il y a eu quelque chose d'important dans le BTP, c'est qu'aujourd'hui, la canicule est décrétée motif de chômage technique. Donc ça a vraiment été une mesure importante l'année dernière et ça pourrait s'étendre à tous les secteurs. Donc, quand on va parler de forte chaleur sur les personnes, c'est une question de santé et un risque de mort, c'est une question de sécurité parce qu'il y a des problèmes de vigilance. Après, c'est une question de qualité de vie au travail, c'est une question de comment je m'occupe de mes clients. Quand moi, j'ai très mal dormi, que je suis très énervée et qu'en face de moi, j'ai un client qui a très mal dormi, qui est très énervé, ça ne se passe pas très bien, quoi. C'est ça ce que ça veut dire, concrètement, des vagues de chaleur. Et on sous-estime totalement l'impact des vagues de chaleur. Ensuite, donc, ça peut être sur les process. Donc là, on prend l'exemple d'Aluminium Dunkerque. Donc, il a fait 40 degrés à Dunkerque en 2019. Et en fait, ils ont été à 1 heure d'arrêter la chaîne de production de l'aluminium. Il aurait fallu 6 mois pour redémarrer l'usine, parce que c'était un arrêt d'urgence. Donc, tout le système de catalyse, etc. Donc, vous imaginez bien que votre usine, si vous n'avez pas pensé qu'il pouvait y avoir une vague de chaleur de 40 degrés, qu'en fait, elle allait arriver demain et que vous arrêtez votre usine pour 6 mois, vous vous en souvenez de la vague de chaleur de 2019. Donc, l'adaptation, c'est vraiment pour éviter ça. On a toujours beaucoup de mal pour avoir les infos. Ça, on l'a eu dans une conférence avec l'Union de Dunkerque, parce qu'on ne s'en vante pas forcément auprès de ses clients qu'en fait, on a frôlé la catastrophe et qu'on a failli s'arrêter pendant 6 mois. Sur les matières premières, suite à des pluies extrêmes, il y a eu tout le problème des contaminations des nappes phréatiques, et donc contamination des bouteilles d'eau minérale, et donc tout le problème de Nestlé qui aujourd'hui vit une véritable crise de gouvernance, parce qu'en fait, quand vous mettez en bouteille, vous n'avez pas le droit d'intervenir, donc c'est de l'eau naturelle, vous n'avez pas le droit de la filtrer, vous n'avez pas le droit de la traiter bactériologiquement, et donc elle a été polluée, et ils ont mis sur le marché soit ils ont mis sur le marché avec Perrier des eaux qui étaient polluées, ils ont dû les rattraper, soit ils les ont traitées et c'était illégal. Donc ça aussi, on ne vous le dit pas forcément dans la presse, il faut aller le décrypter en fait, parce qu'on ne s'en vante pas trop. Derrière Porsche, grosse pluie dans le Valais. Porsche avait un seul fournisseur d'aluminium et donc rupture pendant plus d'1 mois, il n'avait plus son aluminium et derrière, ça lui a coûté 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc après, vous dites, ah tiens, c'est marrant, Porsche, il avait un seul fournisseur d'aluminium. C'est ça l'analyse de vulnérabilité, c'est se dire, tiens, j'ai un seul fournisseur d'aluminium, comment ça se passe chez lui? C'est vraiment ça l'adaptation. Impact sécheresse sur la production électrique, la sécheresse aussi sur la construction. Donc là, on est au niveau du marché. Il y a déjà des maires qui anticipent que comme il n'y aura pas assez d'eau dans leur commune, ils ne donnent plus de permis de construire. Évidemment, on parle du ski, on m'a dit oui, on parle toujours du ski, mais bon, le ski, c'est quand même important. Donc voilà, 93% des stations de ski dans les Alpes sont menacées, donc ça veut dire quand même, pour certaines stations, beaucoup de problèmes. Les aléas sur les transports, donc là, je vais vous remettre une hécatombe d'images entre les autoroutes qui sont inondées, les turbulences en avion, les rails qui se dilatent, le canal de Panama qui est ralenti parce qu'en fait, il est approvisionné par de l'eau qui vient des montagnes. Le Rhin qui avait été très très asséché et encore des inondations sur autoroute. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau des infrastructures de transport, il y a des impacts qui sont importants. Donc vous avez plutôt intérêt à regarder comment c'est chez vous. Puis je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont sur le territoire, donc c'est un vrai sujet. Voilà. Sur l'agriculture, j'ai fait un petit focus sur Bourgogne-Franche-Comté, parce que déjà, il y a des entreprises qui sont dans le secteur agroalimentaire, aussi parce qu'on est tous concernés par l'agriculture. Donc, Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'avait titré le réseau Action Climat, c'est le secteur agricole à
sec. Donc vous avez beaucoup de problèmes de sécheresse, donc manque d'eau, sécheresse, et en fait vous avez un tissu de nappe phréatique peu profonde. Donc vous avez finalement vous avez peu de réserves. Et ce qui est très frappant, c'est que donc on a vu une très forte augmentation des terres irriguées avec plus 68%. Vous avez des gros problèmes de gel parce qu'en fait comme la température augmente, la végétation démarre, et puis finalement il y a quand même du gel, et à ce moment-là vous perdez vos bourgeons. Donc ça c'est très embêtant. Et pour l'élevage, parce que vous êtes aussi ici des terres d'élevage, eh bien, comme il y a de la sécheresse, ça manque de fourrage, et donc c'est un très très gros problème pour le bétail. Et je vous ai fait un petit zoom donc, sur les vins de Bourgogne, parce qu'on dit souvent que le secteur viticole est sentinelle du climat. On a quand même avancé de 3 semaines à 1 mois depuis les années 70, les vendanges. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement tangibles. Sur la population, je vais aller assez vite. Je vais vous montrer cette slide. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment conscience, mais la population, elle va être exposée à plus de feu, à de la pollution, à plus de pollen parce que la plage est plus grande, à des fortes chaleurs, à des fortes précipitations. Donc pensez à vos salariés, pensez à vous. Hein. Et tout ça, en fait, ça a des impacts sur leur façon de vivre et leur santé. On parle beaucoup en adaptation de santé mentale. Après, il y a tout le problème de l'accès à l'eau potable, puisqu'on a un double problème. Soit on a des sécheresses, donc on n'a plus assez d'eau. Donc il y a des villes comme Nantes, comme Clermont-Ferrand, qui ont failli ne pas être capables d'approvisionner en eau leurs habitants. Donc vous imaginez quand même une métropole comme Nantes ou comme Clermont. Et puis vous avez aussi le problème que quand il y a beaucoup de pluie, les stations d'épuration sont complètement débordées. Et donc pareil, on a un problème pour derrière avoir d'eau de qualité. Donc toujours penser dans l'adaptation, j'ai à la fois des fortes pluies et à la fois des sécheresses. Et donc dans les deux cas, j'ai des gros problèmes. Les infrastructures de soins, évidemment que quand il y a une tempête, derrière, tout le monde va à l'hôpital et que quand il y a des canicules, les systèmes hospitaliers peuvent se préparer à être débordés. Donc, on a 2 fois plus recours aux soins en épisode de canicule. Le Covid, en fait, nous a assez bien préparés, hein, puisque ce qui s'est passé avec le Covid, c'est un bon exercice en termes d'appro pour les matières premières, en termes de mondialisation, en termes de soins. On voit assez bien ce que ça donne quand ça bouge un peu, quand ça change un peu trop. Les maladies infectieuses, donc je vous ai parlé du moustique tigre. Et puis, au niveau des personnes, votre maison, c'est toujours le fameux retrait gonflement argile. C'est le fait qu'elle peut être exposée à une inondation. C'est le fait qu'avec la grêle, ça abîme les voitures et les toits. Et puis que par tempête, ça peut aussi quand même vous détruire votre maison. Donc là, je me mets à la place de vos salariés parce que... voilà, ça fait partie de votre entreprise. Les plus extrêmes, donc on en a beaucoup parlé, et le retrait gonflement argile. Avoir en tête cette carte, donc vous voyez que vous êtes bien concerné dans votre région sur ce fameux problème du retrait gonflement argile. Et puis la toute dernière, qui est pas mal, c'est le problème d'inassurabilité. C'est-à-dire que chaque année, France Assureur sort les risques les plus importants. Et là, 2 nouveautés. La première, c'est que tout en haut, cyberattaque et dérèglement climatique se partagent le podium. Donc, ça devient le premier risque. Et puis, à la colonne 14, donc beaucoup plus bas, mais c'est totalement nouveau, l'inassurabilité, c'est-à-dire autant pour des communes que pour des entreprises, sur certains sujets, vous ne serez plus assuré. Donc ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, au niveau des communes, il y a 1500 communes qui ne sont plus assurées. Bon, c'est un problème pour l'assureur, il n'a plus de business, hein, mais c'est aussi un problème pour celui qui est assuré quand même. Je sais qu'il y a un banquier, c'est ça, qui fait peut-être aussi des assurances dans la salle, je crois. Alors, petit temps rapide de questions-réponses, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé ou... Bonjour, merci pour cet exposé. J'ai une question par rapport à l'adaptabilité, et pas l'adaptation, de la nature. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la nature montre déjà des signes d'adaptabilité, de résilience vis-à-vis de ce qui se passe? Par exemple, on parlait des vignes, c'est-à-dire une vigne qui décide qui reconnaît que le premier froid n'est pas le déclenchement de la mise en place du bourgeon, et elle attend le 2e ou le 3e froid avant que ça commence. Parce que ça me surprendrait que ça n'arrive pas, en fait. Alors, là, en fait, je vais vous passer de comment on s'adapte. Donc, je vais répondre en partie.
Donc, je vais plutôt enchaîner. Le problème pour la nature, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. On dit toujours le gros sujet sur le changement climatique, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Aujourd'hui, il y a la moitié des espèces vivantes identifiées qui ont commencé à migrer. Donc oui, ça bouge. Ça bouge beaucoup même. Mais en même temps, pour s'adapter au niveau du bourgeonnement, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur une échelle de temps de 10 ans. Le gros problème, c'est le temps. Donc ce qui peut bouger, ça bouge. Et ça bouge déjà beaucoup. Bon, comme j'ai beaucoup... Oui. J'aurais une question sur l'adaptabilité financière. Pareil, je vais en parler après. Ouais. En fait, là, je vous présentais le cadre et après, on va parler des solutions. Donc, laissez-moi vous présenter les solutions pour... Donc, pour rire un peu, hein, c'était la partie déprimante. Eh bien non, parce que là, je vous ai parlé de ce qui se passe maintenant, mais je vais être obligée de vous projeter pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire un monde à plus 4 degrés. Donc, pour la France, sur quelle trajectoire on est? Je vous ai dit plus 4 degrés. Donc, comment on fait? Évidemment, on ne se retrouve pas du jour au lendemain. Tiens, je me réveille, il fait plus 4. Hein, donc, vous avez compris, aujourd'hui, on est à plus 1,7. En 2030, on va être à plus 2. En 2050, on va être à plus 2,7 et puis un jour, on va arriver à plus 4. Et puis, vous avez bien compris aussi qu'en fait, quand je vous dis on va être à plus 2,7 en 2050, ça peut dire qu'un certain nombre de fois, on va être au-dessus puisque ce sont des moyennes sur 20 ans. Quand on va dire on est à 2,7, ça veut dire que pendant longtemps, déjà, on n'était pas loin de 2,7, voire on était au-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce problème de moyenne a tendance à diminuer le sujet. Donc, ce monde à plus 3 et une France à plus 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va faire ce que je vous disais, plus 4 bien avant 2100. Bien penser qu'il va faire bien plus chaud l'été, parce que c'est comme ça avec nos latitudes. Donc, quand on a plus 4, ça veut dire qu'il faut se préparer à plus 7,5 l'été. C'est vraiment plus chaud l'été. Et c'est un scénario qui est optimiste, puisqu'en fait, on est sur l'intermédiaire et qu'il ne faut jamais oublier qu'il peut y avoir des extrêmes dans cette moyenne. C'est pour ça qu'il y a les fameux rapports Paris plus 50 degrés qui derrière a été décliné un peu partout, à Clermont, à Strasbourg, parce qu'à partir du moment où vous avez un phénomène d'îlot de chaleur urbain, on ne peut pas du tout exclure qu'il fasse 50 degrés en 2050 dans une ville en France. Et donc on est quand même obligé de se dire en termes de santé publique, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est considérable. Donc ce n'est pas juste entre les tropiques qu'il y a un problème. Donc là, vous voyez comment ça évolue. Hein, donc évidemment, vous vous doutez bien que c'est ce que je vous raconte, hein, voilà. Et ça, c'est intéressant, c'est les précipitations. Donc les précipitations, en fait, on ne sait pas vers quoi on va. On sait qu'il y aura plus de sécheresse, on sait qu'il y aura plus de fortes pluies et donc d'inondations, mais on n'est pas capable de dire si au total il y aura plus d'eau et comment ça va se distribuer. Donc là, on est vraiment dans l'incertitude la plus totale. Autant sur la chaleur, on va vous dire il va faire plus chaud, les hivers seront plus doux, et l'été, ce sera vraiment nettement plus chaud. Autant sur les précipitations, vraiment avoir en tête forte pluie et sécheresse. Et puis, vous avez d'autres projections, hein, plus 4 degrés en 2100, mais il faut quand même le regarder au niveau mondial. Donc là, ça veut dire qu'on est bien plus en France. Là, vous voyez quand même la carte, les records possibles autour de 2100. C'est stressant. Bon, on m'a dit que je ne l'aimais pas toujours, hein, celle-là, mais que je pouvais quand même vous montrer que voilà, c'est loin, mais très très loin d'être rose. Alors, en matière de gestion des risques, on va dire quand on gère son risque, il faut toujours se caler sur le scénario le plus défavorable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une France à plus 4 degrés? Ça veut dire donc ces vagues de chaleur qui vont être plus nombreuses, plus longues, précoces et tardives. Ça veut dire qu'au niveau des feux de forêt, vous voyez, on va avoir jusqu'à 2 mois de plus de forts incendies. On va plus avoir d'enneigement. On va avoir des sécheresses multipliées par 4. Voilà, c'est un peu avoir des ordres de grandeur. Je vous dirai où est-ce que vous allez pouvoir... Je vous dis tout de suite. Vous avez un outil formidable qui s'appelle Climadiag. Donc, Climadiag, c'est un outil fait par Météo France. Vous rentrez, donc c'est gratuit, vous rentrez 2030, 2100 ou 2050, votre commune, et ça vous donne le diagnostic. Il y a des flyers sur ça sur la table qui est à l'extérieur de la plénière. Donc, focus sur Bourgogne-Franche-Comté. C'est particulièrement exposé, puisque 73% des communes sont exposées aujourd'hui à plusieurs risques climatiques. Le premier risque pour vous, c'est la sécheresse, avec le problème donc, de la recharge des nappes phréatiques. Après, c'est toujours pareil, pendant 3 ans, il peut beaucoup pleuvoir et avoir les nappes très bien chargées, mais globalement, la sécheresse, c'est un vrai problème chez vous.
Très forte augmentation des vagues de chaleur. Donc là, vous voyez une carte qui vous montre un petit peu donc, les termes du climat. Hein. Ces journées anormalement chaudes. On passe de 21 alors qu'avant il y en avait 13. Le nombre de nuits anormalement chaudes, ça veut dire qu'il fait plus que 20 degrés, donc on n'arrive pas à récupérer. On peut aller jusqu'à 20 par an. Et donc on dit qu'il y aurait un habitant sur 6 qui serait vraiment très exposé. Donc c'est un vrai sujet. En fait, vous avez aussi un climat qui est plus continental, donc ce n'est pas totalement étonnant, mais c'est quand même l'avoir bien en tête. Et puis là, je vais vous montrer un exemple, par exemple, pour Besançon. Comme on Besançon, j'ai tapé Besançon pour vous montrer comment se passe Climadiac. Et donc ça va vous donner des infos pour tous les événements, la sécheresse, les fortes pluies, les incendies, etc. Mais ayez en tête que ce sont des moyennes et que derrière, il y a une variabilité et que plusieurs aléas peuvent se combiner. Donc, il ne faut pas se fixer, il ne faut pas juste se dire « je prends la valeur pour la valeur dans Climadiac ». Donc, pour terminer ce petit chapitre, vous avez Christophe Cassou, qui est un climatologue et qui est rapporteur au GIEC, qui dit une France à plus 4 degrés, c'est quand même difficilement descriptible et imaginable si on continue à penser avec notre mode de fonctionnement actuel, nos références. Et donc, lui, il dit il faut cesser de raisonner en mode petite perturbation. Donc, ce n'est pas avec des petits ajustements à la marge et des petites rustines à droite, à gauche que vous allez arriver à faire tourner vos entreprises. C'est ça le message. Boum, 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 boum. Et puis, vous en avez un autre, peut-être que vous le connaissez bien, Jean-Marc Jancovici. Lui, on l'a mis parce qu'il est quand même toujours drôle. À plus 4 degrés, la question ne sera plus comment préserver mes biens, puisqu'en principe, quand on a des problèmes, on veut préserver ses biens. Lui, il dit, c'est comment minimiser mes pertes. Donc, voilà, ça donne un peu quand même la couleur. Alors, toujours pareil, quand on s'y prend avant, on a une longueur d'avance et donc ça va se passer mieux. Une petite question en passant. Lorsqu'il y a eu la période Covid, donc il y a eu un arrêt de l'activité quasiment au niveau mondial, est-ce qu'on était capable de voir si ce mode d'arrêt, globalement, ce que ça entraînait en termes de production de gaz à effet de serre Oui, on voit qu'il y a eu un tout petit décroché, mais qui a été rattrapé tout de suite après. Mais aussi, le petit décroché, il faut quand même voir qu'en fait, il y a énormément d'activités humaines qui ont continué. L'agriculture a continué. Vous avez continué à vous chauffer. Vous avez continué à acheter certaines choses. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui ne se sont pas arrêtés. Donc, voilà. Donc, finalement, au total, c'est complètement, le Covid est complètement effacé. Le futur au niveau mondial, donc je vais aller encore plus vite. L'info importante, c'est que dans le dernier rapport du GIEC, en fait, les risques sont réévalués à la hausse. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Voilà. Et donc, ils disent à plus de degrés, très, très gros problème pour la biodiversité. Avant, le très gros problème pour la biodiversité, c'était à plus 3. Et maintenant, c'est à plus 2. Donc ça, c'est une très grosse préoccupation. Et le climat deviendrait le premier facteur d'érosion de la biodiversité. Donc ça, c'est une très, 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 très mauvaise nouvelle. Donc ça doit vraiment vous motiver pour agir sur l'atténuation. Et puis l'autre chose, c'est la fonte des glaciers qui jouent énormément à la fois pour la régulation de la température et la gestion de l'eau. Eh bien, on dit qu'à partir de plus 2,8 de réchauffement, avant c'était plus 2,8 les risques en cascade, et maintenant c'est plus 2. Donc en fait, on voit des risques qui paraissaient loin, qui se rapprochent. Donc ça s'appelle des risques complexes et en cascade. Voilà, donc ça c'est vraiment ennuyeux. Et je vais vous en montrer 2 de risques en cascade. C'est d'une part par rapport à la mondialisation. Il y a eu par exemple donc, des inondations importantes en 2011 en Thaïlande, donc c'est un peu comme le phénomène Covid. Eh bien en fait, les pays qui ont été le plus impactés, ça a été l'Europe. Et on a eu un effet direct de moins 35% au niveau de la production pour, par exemple, l'industrie automobile, parce qu'on manquait vraiment de composants. Donc ça, c'est les risques en cascade. Des inondations au niveau mondial, il va s'en produire partout, et donc vous allez être impacté parce que votre chaîne va être interrompue. Et puis, l'autre, j'ai enlevé la slide, l'autre risque en cascade, c'est vraiment au niveau de la biodiversité, avec un effondrement de la biodiversité. Le futur pour par exemple, on dit les coraux, à plus de degrés, il n'y en aura plus. Et les coraux, c'est plus de la moitié de la nourriture pour toute la vie dans l'océan. Donc en fait, non seulement il n'y a plus les coraux, mais derrière, ça interrompt complètement la chaîne alimentaire de tout ce qui vit. C'est un écosystème en tant que tel, les coraux. Le futur pour l'économie mondiale.
Donc, cette phrase, je la trouve vraiment importante, c'est qu'il n'y a pas d'économie sans société, et que pour qu'il y ait une société, il faut qu'on ait un endroit pour vivre ensemble. Et donc, c'est pour ça que les conditions, je vous ai fait un petit zoom sur les impacts sur les personnes. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une activité économique? C'est déjà parce qu'on est inséré dans un tissu où on a un endroit pour vivre correctement ensemble. Et en 2018, il y a eu un prix Éconobel qui s'appelle William Nordhaus, qui c'est un bon économiste, normalement, puisqu'il a eu le prix Nobel en 2018. Et il avait créé un modèle quantitatif qui décrit l'interaction entre économie et climat. Donc ça les intéresse, ces économistes. Ils se disent, OK, problème du climat, qu'est-ce que ça donne sur l'économie? Et lui, il avait dit, bon, écoutez, finalement, à plus 6, donc là, on est dans l'extrême, ça va détruire 10% du PIB. Donc finalement, c'est pas si grave. Hein. Là, je regarde le PIB, je ne regarde pas le nombre de morts, mais 10% du PIB mondial, OK. En fait, il y a un article qui fait vraiment date dans Nature, donc, qui est le top du top dans les revues scientifiques, qui balaye totalement le modèle Nordhaus et qui dit, en fait, donc, c'est le deuxième article le plus cité quand on parle de climat en économie en 2024, cet article. Et donc, il dit, attention, en fait, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc, les dommages vont être... les dommages sont 6 fois plus importants que le coût pour l'atténuation. Et surtout... Bon, ça, c'est sur l'atténuation. Mais surtout, ils refont les calculs et ils se rendent compte, donc, que les pertes, c'est plus du tout 10% c'est plus du tout 10% du PIB, mais c'est 3 fois plus élevé que ce qu'on avait imaginé avant. Et en plus, le réseau... Donc, attendez... Oui. Et en plus, donc ça, c'était les banques mondiales. Après, vous avez les actuaires. Donc, les actuaires, les assureurs, leur spécialité, c'est de calculer le risque. Eux, vraiment, c'est leur logiciel. Je calcule les risques, puisque finalement, vous savez bien, ils vous rendent que l'argent qu'ils ont perçu par rapport à des risques en prenant leurs primes. Et eux, ils disent, on sous-estime encore, en fait, ça pourrait être 50% du PIB. Donc, en fait, aujourd'hui, on a énormément de choses qui disent attention à l'accélération et attention, les impacts au niveau de l'économie sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants que ce à quoi on s'attendait. Donc, c'est assez considérable. Et puis, les actuaires, donc c'est leur métier de voir les risques, mais tout d'un coup, ils se mettent à parler de l'interconnexion des points de bascule. Donc ça, c'est un mot un peu barbare, mais c'est par exemple, quand la banquise, il n'y a plus de banquise pendant l'été, à ce moment-là, il n'y a plus l'effet albédo, je renvoie le rayonnement, et donc vous avez l'Arctique qui se met à absorber énormément de chaleur, et donc ça accélère le réchauffement climatique. Donc là, on a ces fameuses boucles de rétroaction qui font qu'on ne contrôle plus rien. On peut ne plus émettre, il n'empêche que ça continue à surchauffer. Pareil, le permafrost en Sibérie, on peut avoir peur de tous les agents pathogènes qui vont sortir de Sibérie, mais il faut comprendre qu'en fait, il va y avoir énormément de méthane. Le méthane, c'est 80 fois plus réchauffant que le CO2, et donc c'est un formidable accélérateur. Pareil, quand vous avez des incendies, il y a un moment quand il y a plein d'incendies qui vont se déclencher, ça va émettre plein de CO2. Donc c'est ça, ces points de bascule qui préoccupent aujourd'hui énormément les scientifiques. Donc voilà, là, voilà, voilà, c'est la fin du décor. Donc maintenant, je vais passer aux bénéfices attendus de l'adaptation. Parce que si je suis là, alors moi je suis quelqu'un de fondamentalement positif. J'espère que je vous l'ai montré avec les images de ma vie. Et j'espère quand même que vous le ressentez. Vraiment fondamentalement positive. Donc je ne suis pas là pour vous stresser. Je ne suis pas là pour vous dire sauf qui peut. Je vous mets des slides vertes pour vous dire il y a des solutions. Et si on fait cette CEC, c'est parce qu'il y a des solutions. Donc là, justement, c'est une tendance qui est balbutiante. Aujourd'hui, il n'y a pas de tendance générale à s'adapter. Donc vous êtes vraiment des précurseurs. De toute façon, tout ce que vous allez faire au niveau de la CEC, vous êtes vraiment totalement précurseurs. Mais on a besoin de ces précurseurs. Parce que les entreprises, pour se bouger, elles ont besoin d'exemples. Et donc vous, quand vous êtes précurseurs, ça va être bien pour vous et ça va être bien pour les autres parce qu'ils pourront se référer à ce que vous faites. Donc vraiment, ce rôle de précurseur, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, pour l'adaptation, on a mis un petit dessin marrant, mais pour montrer qu'en fait, voilà, on fait un peu la politique de l'autruche et on se dit, OK, ça va aller. On fait un petit panorama de la finance climatique. Vous voyez en haut, l'adaptation, c'est 68 milliards, donc c'est rien du tout. L'atténuation, c'est 1 milliard c'est 1000 milliards, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et tout ça reste insuffisant.
Donc aujourd'hui, faut se souvenir qu'il n'y a déjà pas assez d'argent mis dans l'atténuation et qu'en plus, on en met 20 fois moins pour l'adaptation. Les idées reçues qui freinent l'adaptation. Donc ça, il faut les avoir en tête parce que vous les avez peut-être dans votre tête. La première chose, c'est qu'on se dit, on se trompe de combat. C'est-à-dire que les gens vont dire, bah, si on s'adapte, ça veut dire qu'on baisse les bras. Bah non, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. On ne renonce pas à atténuer. On a bien dit atténuation, adaptation. Il y en a qui disent, tranquille, on a le temps, ça va arriver dans longtemps. Donc je pense que je vous ai bien démontré que ça ne va pas arriver dans longtemps puisque c'est déjà là. Et puis, il y a certains qui disent, OK, on a toujours su s'adapter, hein, donc c'est quand même pas nouveau qu'il y ait des problèmes de gel pour les agriculteurs, c'est quand même pas nouveau qu'il y ait un petit problème de fourrage pour les bêtes, donc on a toujours su s'adapter, on va continuer à s'adapter. Et là, quand même, le message important, c'est qu'on vous dit, on a franchi une marche. C'est comme ce que tu disais pour les plantes, évidemment que la biosphère s'adapte, mais il faut du temps. Or, nous, ce qui nous préoccupe, c'est les 100 ans qui viennent. Et puis, il y a la dernière idée reçue, c'est la techno, c'est-à-dire qu'il y aura bien des solutions technologiques. Donc, bon, bah, je ne sais pas si vous voyez à qui on peut penser, mais voilà, la technologie nous sauvera tout. Les messages, c'est quand même plutôt que mettre tous ses œufs dans le panier de la techno, ça peut être quand même un peu risqué. Les obstacles spécifiques pour les entreprises. La première chose, c'est que vous pouvez être très court-termiste. Donc cette slide, vous pourrez la regarder parce que vous pourrez vous poser des questions pour vous dire, bah, moi, est-ce que je suis comme ça et traiter en silo. J'ai un problème d'appro, je m'occupe des appros. J'ai un problème de chaleur dans une usine, je traite mon problème. Il faut agir de façon systémique. Vous pouvez avoir une vision uniquement réglementaire. On a beaucoup parlé de CSRD, etc. Donc dire, OK, bah, moi, je fais la réglementation, j'applique la réglementation, rien d'autre. Inversement, vous pouvez dire, bah, tiens, la réglementation devrait plus contraindre notamment les voisins. Ce serait quand même bien si outre-Atlantique et si en Chine, ils avaient une CSRD comme nous. Donc, bon, ce n'est pas le sujet. Votre sujet, c'est vous. Après, bah, il y a des biais cognitifs. C'est-à-dire que vous allez devoir investir de l'argent maintenant face à des aléas qui ne vont peut-être pas se produire. Donc, c'est toujours, je vous disais, l'adaptation, en fait, c'est toute... Voilà, c'est toujours difficile. Mais finalement, quand on a pris une assurance, même si on ne l'utilise pas, c'est quand même bien de l'avoir prise. Et puis, l'inégalité des répartitions, c'est qu'on peut penser que c'est plutôt au gouvernement de tout faire. Bah, en fait, c'est à la fois au gouvernement et aux entreprises. Pourtant, donc, on a des bénéfices qui sont considérables. Donc, on dit le coût de l'action est beaucoup moins élevé que le coût de l'inaction. Donc, pareil, parce qu'on m'avait demandé s'il y aurait un petit peu des chiffres pour dire ça. Donc 1% d'adaptation, vous voyez, ça va vous éviter des impacts, ça va baisser votre risque de 4%, et avec l'atténuation, en plus de 11 à 13%. Donc on dit, on évite vraiment des pertes. Et alors ça, c'est bon, c'est des études du World Forum économique. C'est toujours, on ne sait jamais trop comment ils trouvent tous ces chiffres, mais enfin, il y a quand même un paquet d'économistes qui travaillent sur ces sujets-là. Ben, c'est de dire qu'on a un retour sur investissement de 2 à 19 $. Donc, je vous avais dit, à atténuation, vous voyez bien comment vous baissez vos émissions. Sur l'adaptation, vous le voyez moins. Ben, au total, on dit, voilà, il y a quand même un retour sur investissement qui est important. Quelques petits exemples. Donc, je vais vous montrer, comme on est dans le bâtiment, des mesures d'adaptation. Bonne ou pas bonne, mais comment je fais? Quand il fait très chaud, je mets des batteries de climatiseurs. Je vais isoler mes combles thermiquement. Je vais végétaliser mes toits et mes façades et je vais peindre mes toits en blanc. Donc ça, ce sont des mesures d'adaptation face aux vagues de forte chaleur pour les bâtiments. Pour les travailleurs à l'extérieur, je vais me dire, je vais décaler les horaires de travail. Tout ça, c'est déjà fait. Je vais augmenter le nombre de salariés et le nombre de pauses, où je vais avoir le chômage technique, puisque maintenant, c'est autorisé. Pareil pour l'agriculture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une couverture au sol qui est permanente. Je vais planter des espèces plus résistantes, ou je vais planter des haies, l'agroforesterie, ou je vais pratiquer donc l'agroforesterie. Donc voilà, donc, tout ça, ce sont des mesures d'adaptation. Ça me permet de diminuer mon risque. On parle beaucoup des villes, donc il faut les adapter à la fois à la chaleur et aux pluies extrêmes. Donc on va débitumer les centres-villes. J'aurais pu prendre une photo de Besançon. Je me suis promenée hier dans Besançon, j'ai vu plein de belles choses. On va végétaliser les quartiers résidentiels, on va désimperméabiliser et végétaliser les cours d'école, ou on va renaturer les cours d'eau.
C'est quand même intéressant l'impact de la végétalisation. Vous voyez qu'une rue dans laquelle il y a beaucoup moins d'arbres, on peut avoir des relevés de température. Vous voyez, ça frôle quand même 53, 72, c'est très très chaud, alors que quand il y a des arbres, c'est quand même beaucoup plus bas. Et pas oublier que quand il fait chaud, chaque degré est carrément important. La végétalisation, donc, vous le regarderez dans le détail, mais ce qui est important, c'est qu'on a des co-bénéfices. C'est-à-dire que non seulement je baisse ma température, mais je régule mieux mon eau, le cycle de l'eau, et j'ai des bénéfices de santé et de bien-être sur les personnes parce qu'ils sont dans un cadre de vie qui est plus agréable. Dans les mesures d'adaptation, on avait vu des pelouses qui étaient, ça nous a fait beaucoup rire, mais des pelouses qui étaient grillées, ils les ont peintes avec une peinture en vert pour le moral des habitants dans les HLM. Mais en fait, à la base, quand tout est grillé, ça vous casse quand même le moral. Je vous ai parlé de santé mentale. Donc, voilà, les co-bénéfices avec les arbres, c'est que vous avez un environnement dans lequel il fait bien meilleur vivre. Donc, à l'ADEME, vous avez, ce petit programme Plus fraîche ma ville, qui est un outil de l'ADEME pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et qui vous donne plein de solutions. Donc ça, j'ai pensé, par exemple, pour Besançon. L'agroforesterie, je vais passer très vite. Et je vous donne l'exemple dans le Mâconnais. Donc, parmi les solutions au niveau des vignes, alors dans l'agriculture, la vigne, c'est souvent un des secteurs où ils font le plus de choses pour l'adaptation, où ils testent le plus de solutions. Ben justement, il y a un projet dans votre région de viticulture agroforesterie et ils commencent à aménager en agroforesterie des parcelles de vignes pour voir ce que ça va donner. Alors, je regarde mon timing, donc je vais aller assez vite. Alors, on m'a dit qu'on disait métabier, c'est ça? Parce que moi, je suis du Sud, j'aurais dit métabief. Mais métabier, donc se préparer à l'après-ski. Bon, cette station est toujours citée comme une station qui, à un moment, accepte de renoncer à son activité sur le ski. Donc ça, c'est vraiment les exercices auxquels vous allez être amené à vous livrer. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je vais faire de différent? Parce que je sais que ce que je fais actuellement, ça n'a pas d'avenir. Je ne vais pas mettre de l'argent dans des canons à neige qui, finalement, ne pourront pas faire de neige qui tiendra. Il y a un moment, il faut accepter cette réalité. Voilà, les forêts, donc ici en Bourgogne-Franche-Comté, donc vous avez un énorme problème de forêt. Donc il y a tout un programme pour régénérer les forêts avec deux choses. On va mélanger les espèces et on fait aussi ce qu'on appelle de la migration assistée, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui pousse bien plus bas pour l'implanter plus haut. Et vous avez des cartes, là je ne l'ai pas mise, vous avez des cartes de France où on voit comment les forêts vont vraiment changer de nature. Évidemment, ce n'est pas du tout facile puisqu'on ne sait pas à quelle vitesse ça va se faire. Donc c'est un très vaste sujet, les forêts, à gérer. Et puis, donc avec les fortes pluies, il y a ce fameux phénomène des coulées de boue qui endommage notamment beaucoup les infrastructures et des maisons. Eh bien, il y a le fait de planter beaucoup d'arbres pour lutter contre l'érosion des sols. Et puis cet exemple-là, qui est très parlant, à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, c'est pas chez vous, mais ça aurait pu être limite. Donc vous avez vous voyez les trottoirs, en fait, la ville est conçue pour être inondée. Tout est juste surélevé. Ville de Léonard de Vinci. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Une fois que... Non ? Les entreprises donnent l'exemple. Donc, les entreprises s'y mettent. Donc, il y a un petit guide de l'ADEME que vous pourrez télécharger. Mais par exemple, on voit comment BIC, donc BIC, j'avais parlé avec eux, c'est des briquets, c'est de la mécanique de précision, donc il fait très chaud. Et donc, dans l'usine, ils sont en Bretagne. Tout d'un coup, les Bretons disent, non, mais c'est dingue, en fait, il fait trop chaud et on est sans arrêt obligé de régler les machines. Et donc, ils avaient plein de petites solutions. Ils m'ont dit, en fait, c'était des rustines. Et puis, un jour, on s'est dit, non, mais en fait, on a des tunnels de chaleur. Ils appellent ça des tunnels de chaleur. Parce que, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a 15 jours où il fait très chaud. Mais vous, en fait, 15 jours où il fait très chaud, vous êtes habitués. Mais maintenant, je vais vous dire, vous allez avoir un mois. Donc, si pendant 15 jours, comment vous faisiez, pendant un mois, est-ce que ça va toujours marcher? C'est la même chose. Comment je raisonne en mode rustine et comment je raisonne en mode je change. Et donc, BIC, ils ont complètement changé le système de circulation de l'air pour arriver à rafraîchir l'usine. Donc, vraiment, j'ai bien aimé ce cas, la rustine, parce que je perçois bien qu'il y a des changements. Ah, ok, j'ai compris qu'en fait, ces changements, ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc, qu'est-ce que je fais vraiment? La première fois que j'ai travaillé à Strasbourg, j'étais affolée. Ils me disent, mais Marguerite, il a toujours fait chaud. J'étais là, bah ouais, mais il y a un moment, quand il fait vraiment chaud pendant très très longtemps, il va quand même falloir faire quelque chose.
Vous avez un autre exemple, toujours dans les spiritueux, là c'est pas le vin, mais les spiritueux, NC, donc lutter contre la chaleur et la sécheresse et les vents violents, ils font de l'agroforesterie. Et puis un autre exemple avec Saint-Gobain, pour toutes ces usines dans le monde entier, comment maintenir la sécurité des personnes, parce qu'ils ont d'énormes problèmes de chaleur humide. Souvent, on va vous dire, vous commencez sur un site, et puis après, vous pouvez voir ce que ça peut donner sur d'autres sites. L'adaptation, c'est très concret, donc il n'y aura jamais une solution bateau pour tout le monde, mais vous pouvez quand même avoir des grandes lignes directrices. Donc ça, c'est un petit guide de l'ADEME qui est très bien fait. Vous avez le lien, vous pouvez aller voir, parce que ça peut vous inspirer. Donc la conclusion de tout ça, donc finalement je ne suis pas si mal comme timing, incroyable, on va vraiment pouvoir avoir le temps de poser des questions, c'est qu'il est urgent de s'y mettre, et on vous a fait un petit dessin humoristique en disant, voilà, si on s'adapte dans les temps, on aura un beau cheval, mais si on s'adapte au dernier moment, notre solution va quand même être assez bancale. Et donc il me reste 10 minutes, et je vous propose de réagir, de poser vos questions, c'est super. Bonjour, vous venez de parler de le BIC en Bretagne. Oui. Alors j'ai l'impression que c'est très bien parce qu'ils s'adaptent en changeant leur circuit d'air, mais ils sont fabricants de stylos en plastique, de tout un tas de produits en plastique. En fait, qu'est-ce qu'ils font vraiment ? Alors, je suis totalement d'accord. Le problème sur l'adaptation, c'est qu'on en est au balbutiement. Et donc, en fait, certaines entreprises ont vraiment changé et atténuent vraiment. Dans l'adaptation, on a très peu d'exemples. Donc, et en plus, quand on parle d'adaptation, on va devoir parler de vos vulnérabilités. Les entreprises n'aiment pas parler de leurs vulnérabilités parce que vous avez des clients, vous avez des investisseurs, donc de mettre à nu dans la presse vos vulnérabilités, c'est pas évident. Vous voyez l'exemple que j'avais de Aluminium Dunkerque, c'était pas évident. Donc oui, BIC, ils font du plastique à côté et je vous dis pas que j'adore. Je sais que par exemple la CCI Grand Est a accompagné Yoplait qui fait des yaourts. Pour moi, Yoplait, des yaourts avec du lait de vache, c'est-à-dire des émissions de méthane qui accélèrent et des pots plastiques, c'est juste l'horreur de ce qu'il ne faut plus. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une mesure d'adaptation. Donc voilà. Donc je ne peux pas forcément vous donner des exemples de mesures d'adaptation d'entreprises extrêmement vertueuses, mais je vous ai montré par exemple de l'agroforesterie. Il y a des actions d'adaptation qui sont par ailleurs des bonnes idées d'atténuation et des idées d'adaptation qui sont des très mauvaises idées d'atténuation. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Tout à fait. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, il y a d'une part ce que fait l'entreprise, parce qu'elle peut évoluer vers des choses qui émettent moins. Et d'autre part, dans les exemples que je vous ai montrés, il y a ce qu'on appelle des maladaptations. Donc, les maladaptations, c'est je pensais que c'était une bonne idée, je pensais réduire mon risque, et en fait, je vais l'accroître. Il y a 2 exemples dans le GIEC de maladaptation. C'est d'une part la climatisation en îlot de chaleur urbain. Je suis dans une ville avec l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire qu'elle garde la chaleur, et notamment la nuit, elle ne se rafraîchit pas. Si je mets des climatiseurs, je rejette à l'extérieur de l'air chaud, et donc je me retrouve avec un îlot de chaleur urbain renforcé. Donc moi, je veux diminuer mon exposition, mais avec le climatiseur, je renforce le problème. Et je dépends du climatiseur et je dépends de l'électricité. L'électricité, quand il fait très chaud, on en produit moins, tout le monde avec son climatiseur tire de l'électricité et en plus les réseaux sont en surchauffe, les câbles fondent et à un moment vous vous trouvez sans électricité. Donc à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un îlot de chaleur urbain plus chaud, sans capacité à faire face. Donc ça s'appelle vraiment une maladaptation. Vous avez pensé bien faire et finalement tout le monde a fait pareil et on a aggravé le problème. Donc ça c'est la bête noire de l'adaptation, c'est la maladaptation. Une maladaptation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais ça veut dire qu'on va quand même réfléchir. Donc ça, dans la méthode qu'on propose et qui est vraiment dans le GIEC, c'est de repérer les maladaptations. Une deuxième maladaptation sont les digues. Quand, pour des inondations ou pour les submersions, je construis des digues, c'est pour me protéger, pour que l'eau n'arrive pas à ma maison ou sur mon usine. Mais si la digue rompt, quand la digue va rompre, il y aura plus d'eau. Or, avec le fait que les pluies sont plus fortes ou avec le fait que la mer monte plus ou qu'il y a des tempêtes, il y a énormément de digues qui sont amenées à se rompre. Et donc, vous avez quantité de vidéos sur Internet qui vous montrent que quand la digue se rompt, c'est vraiment pas drôle. Donc, vous prenez la ville de Dunkerque, elle se protège, mais si à un moment ça rompt, vous avez vraiment, mais ça va très très loin dans le territoire. Donc, c'est une très grosse catastrophe. Donc, les 2 très grosses maladaptations, c'est effectivement climatisation digue. Et le but de ce que vous faites ici, c'est de se dire, je vais repérer ces maladaptations et qu'est-ce que je vais faire comme trajectoire transformationnelle pour ne pas tomber dans le piège de la maladaptation.
Donc, par exemple, c'est végétaliser les villes, c'est la rénovation thermique été-hiver, c'est des choses comme ça. Je l'ai fait un peu vite ou c'est clair? On est un peu comme un joueur d'échecs. Essayez de prévoir plusieurs coups à l'avance. J'ai une question sur adaptation versus sobriété. Alors, justement, quand on va travailler sur l'adaptation, on va essayer de se dire, est-ce que ma solution, elle tient le coup, vers quoi ça m'amène? Et là, très souvent, dans les solutions qui ne sont pas des maladaptations, on va notamment retrouver la sobriété. On va parler de robustesse, je pense que vous allez largement l'aborder. La robustesse, c'est j'ai plusieurs événements différents qui m'arrivent dessus, j'ai de la marge de manœuvre. Et donc, j'arrive à m'adapter. Et donc, la sobriété, typiquement, ça fait partie des solutions. On va parler des data centers pour se dire comment est-ce qu'on arrive à refroidir les data centers. Typiquement, dans les solutions, va émerger le fait qu'il faut qu'il y ait moins de choses qui tournent sur les data centers. C'est de la sobriété. Donc, toujours, la sobriété fait toujours partie du programme. Merci pour cette présentation. J'ai hésité à poser la question, mais je vais la poser quand même. Est-ce que dans les divers scénarios d'adaptation, là on s'adapte aux chaleurs extrêmes, est-ce que l'adaptation au froid extrême sont prévues aussi en cas d'effondrement d'amok? Alors, effectivement, dans les risques en cascade, il y a ce fameux effondrement de l'amok. Donc, l'amok, c'est un courant dans l'océan. Nous, on connaît la petite partie Gulf Stream. Donc, avec l'effondrement de l'amok, le premier très gros problème, c'est que quand le courant circule, ça enfouit le CO2 capté au fond et vous avez de l'eau qui est capable d'absorber du CO2, puisqu'en fait, la majorité du CO2 et de la chaleur est absorbée par l'océan. Donc déjà, on a un gros problème d'emballement, parce qu'avec l'effondrement de l'amok, on va encore moins bien gérer les émissions de carbone. Et après, potentiellement, avec l'effondrement de l'amok, il pourrait faire très froid chez nous. Mais après, on va se retrouver, il va faire très froid chez nous l'hiver et il va faire très chaud l'été, comme à New York, de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, quand on regarde New York, c'est pareil que Madrid, vous avez des hivers extrêmes, enfin relativement extrêmes quand même, et vous avez des étés très chauds. Donc de même qu'on se prépare à forte pluie et sécheresse, il faut qu'on se prépare potentiellement à très froid et de toute façon très chaud. On n'échappera jamais au très chaud en fait. Et dans la rénovation, ce qui est considéré comme mesure transformationnelle dans le bâtiment, donc pour vous ce sont quand même des opportunités pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, c'est de dire il faut faire la rénovation thermique été-hiver. Il faut prendre en compte, on n'échappera pas au froid, et il faut prendre en compte le chaud. Oui, je voulais poser la question de la mobilisation, mobilisation de chacun d'entre nous, parce que dans les discussions, etc., on trouve que tout ce qu'on fait finalement est un peu dérisoire. J'ai bien en tête la phrase de Gandhi, hein, tout ce que nous faisons est dérisoire, mais faisons-le quand même, ou faisons-le surtout, mais on se retourne vers les États, on se retourne vers les organisations internationales, et puis effectivement, à l'échelle de l'individu, de l'entreprise, de l'association, on se sent quand même un peu démuni. Et il y a urgence, et on avance à très très petits pas. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'adaptation, c'est que l'adaptation, ça vous invite à travailler avec vos parties prenantes. Donc on va prendre des cas très concrets, et on est à une échelle qui est relativement locale. Donc quand on a peu d'acteurs, et qu'on a une échelle locale, c'est plus facile de mettre ensemble des solutions. Donc si on prend l'agroforesterie par exemple, ou si on prend la rénovation des centres urbains, c'est des choses qui sont possibles à une maille locale. Et donc c'est quand même un moindre obstacle à l'action. Ce qu'on fait au niveau local, on a des bénéfices. Après, évidemment, on dépendra quand même de tout le CO2 émis. Donc pour me résumer, l'adaptation, vous allez être amené à regarder vos vulnérabilités, à regarder avec quelle partie prenante vous interagissez et à leur dire, OK, mettons-nous autour de la table. Vous êtes dans une zone industrielle, ce serait naturel de travailler au niveau de la zone et de travailler au niveau du territoire. Donc, vous allez naturellement aller trouver des mailles. Donc ça, c'est plutôt très positif parce que c'est concret.
Et aussi, toujours pareil, c'est un principe de permaculture, mais commencer à faire une production, commencer à faire quelque chose. Et quand on travaille sur les enjeux et derrière les trajectoires, en commençant une chose, on en tire une autre. Donc il y a quand même vraiment une valeur. Puis après, moi, je vais vous dire, si j'ai rien fait, je suis sûre du résultat. Si j'ai fait quelque chose, j'aurais fait des rencontres sympas, j'aurais vu des gens motivés, je me serais quand même bien amusée. C'est-à-dire que le chemin, au total, est quand même 1000 fois plus sympa, quoi. Parce qu'un des maîtres mots de la robustesse, c'est créer des liens, travailler avec d'autres personnes. Bah, mon quotidien, il est quand même bien mieux. Merci pour la présentation. Juste ici. Comment vous abordez la question du renoncement lors de l'adaptation en entreprise? Du renoncement à quoi? Des renoncements justement des activités néfastes ou des marchés qui doivent en tout cas complètement se transformer, voire même plutôt basculer sur un nouveau. Je dirais que dans l'adaptation, au lieu de subir, parce que finalement il y a un moment... alors toi, tu étais dans le cadre d'une activité qui émet beaucoup de CO2. Par exemple, je suis Air France. Par exemple, mais ça peut être là on parlait, je reprends l'exemple BIC avec le plastique, mais de tout type d'entreprise. Finalement, on voit bien que l'adaptation sur des sites où c'est quand même des petits pas. Vous l'avez évoqué qu'il faut qu'on ait une vision un peu plus grande et qu'on puisse sauter, qu'on puisse vraiment anticiper. Et en anticipant, et si on prend un peu plus de recul, on voit bien qu'il y a des activités. On voit bien qu'il faut juste modifier nos manières de faire. Et donc, c'est cette question du renoncement en entreprise. Alors, le renoncement de l'entreprise, il vient par... je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. Ils me disent, Marguerite, tu comprends bien, il y a le compte de résultat, il y a l'argent. Donc après, je leur dis, l'argent que tu investis, si tu te rends compte qu'en fait, derrière... ça aggrave le problème et tu vas être très exposé et tu vas mettre de l'argent pour pérenniser quelque chose qui finalement n'a pas sa place. Est-ce que tu ne pourrais pas imaginer en parallèle un plan B? Tu continues ton plan A en essayant de limiter les impacts et pense un plan B. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme plan B qui soit une activité qui justement soit régénérative, apporte quelque chose? Par exemple, je travaille avec des pommes, la perlime, des hectares et des hectares de la même pomme qui est gorgée d'intrants, de flotte et qui n'est pas bonne et qui a des énormes problèmes avec le gel tardif. Je leur dis, on va changer 10%. On va faire de l'agroforesterie, on va faire des variétés de pommes. Donc, tu continues à vendre ta pomme classique et tu gères plus ou moins ton gel, tu mets des flammes et tout ça. Puis après, de 10%, où tu vas trouver un marché où tu vas faire 20%. Et puis petit à petit, en 10 ans, tu vas renouveler l'intégralité de ton verger. Donc, on va essayer de se dire vers quoi je pourrais aller. Je regarde chez mes voisins, l'agroforesterie, tout le monde sait que ça marche. Donc, je regarde, à un moment, j'ai envie. C'est pour ça que vous faites il y a un moment, il faut que vous ayez envie, il faut que vous vous disiez, en fait, la branche que je lâche par rapport à celle que j'attrape, elle me plaît. Parce que moi, l'agroforesterie, ça me fait briller les yeux, mais il peut y avoir autre chose qui va vous plaire énormément. J'ai l'exemple d'une entreprise qui fait des bas de contention. Bon, c'est très intéressant et c'est pas négatif. Mais elle s'est dit, mon métier, c'est quoi en fait? C'est tisser, serrer. Qu'est-ce que je pourrais faire par rapport au monde? Elle fait deux choses. Elle fait des pansements pour réparer les coraux, parce que voilà, et elle fait des pansements pour les grands brûlés. Deux choses qui sont liées au changement climatique, parce qu'effectivement, il y aura plus d'incendies, et effectivement, les coraux sont mal en point, donc on espère les sauver, qu'ils arrivent à passer le temps avant que ce soit vraiment trop chaud. Voilà, c'est typiquement une entreprise qui s'est dit, alors qu'elle n'était pas, elle faisait pas de choses spécialement négatives, mais avec mon métier, avec mes compétences, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous dans ce nouveau monde. Merci beaucoup, Marguerite. Très bien, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on peut continuer à table. Voilà, vous pouvez continuer. Marguerite est avec nous cet après-midi. Merci beaucoup pour cette masterclass.